Bienvenue, mesdames, messieurs, à notre séminaire. Très content de vous recevoir aujourd'hui. Nous allons parler du sujet du troisième pilier, comment le choisir et lequel est le plus adapté pour ma prévoyance. La présentation sera faite par mon collègue, monsieur Dany Santoro, conseiller de la clientèle sur Lausanne, et en accompagnement moi-même, conseiller sur la région de Morges et la vallée de Joux. Quelques mots peut-être pour vous présenter Retraite Populaire. Nous sommes donc une institution vaudoise qui a été constituée en 1907 et nous sommes actuellement un acteur important de notre canton de Vaud. Beaucoup de mandats en gestion, notamment pour les caisses de pension de l'État de Vaud, la caisse intercommunale de pension. Et nous gérons actuellement 27 milliards de fonds. Nous avons une bonne présence immobilière dans le canton avec 16 800 objets immobiliers et nos locations sont très importantes dans notre canton. En termes de prêts hypothécaires, nous accompagnons notre clientèle pour acquérir un bien immobilier et sommes toujours actifs dans la prévoyance individuelle qui veille. Le déroulement de notre webinaire va se faire sous forme d'interview entre Dany et moi-même. Posez sans autre des questions sur le chat. Nous vous y répondrons une fois la présentation terminée. Nous allons commencer et entrer dans le vif du sujet. Dany, qu'est-ce que ce fameux troisième pilier? Alors, déjà, bonjour à toutes et tous. Je suis très content pour participer et vous proposer ce nouveau webinaire sur comment bien choisir son troisième pilier. Moi, je vous propose pour commencer, j'ai pour habitude de déjà poser entre guillemets le cadre. Je vous partage maintenant le système des trois piliers. Vous avez une figure qui va déjà vous représenter juste pour que vous puissiez savoir tout au long du webinaire finalement, avant de savoir qu'est-ce que le troisième pilier, déjà qu'est-ce que c'est le premier et le deuxième pour pouvoir après discuter plus précisément sur le troisième pilier. Donc, sur le système des trois piliers qui a été mis en place par la Confédération, vous voyez d'abord qu'il y a eu un premier pilier qui a été mis en place sur votre gauche. Donc, qu'est-ce que c'est le premier pilier? Donc, on parle de prévoyance sociale. C'est tout simplement, vous avez sûrement déjà dû entendre parler de l'AVS, l'AI ou bien les prestations complémentaires. Comme vous voyez, ce premier pilier, lui, il a vraiment été mis en place pour couvrir ce qu'on appelle les besoins vitaux, donc se loger, se nourrir, etc. Ce qu'on entend par besoins vitaux, c'est vraiment des rentes qui vont être assez petites. Ça veut dire que pour avoir un ordre d'idée, à la retraite, l'AVS, vous devriez avoir une rente entre 1185 et 2390. Elle va un petit peu augmenter l'année prochaine, mais voilà, si on se retrouve avec 2000 francs par mois à la retraite, c'est clair qu'on ne peut pas aller bien loin. Donc ensuite, la Confédération a mis en place le deuxième pilier, ce qu'on appelle la LPP également, enfin, la LPP ou la prévoyance professionnelle. À quoi sert ce deuxième pilier? C'est pour ce qu'on appelle maintien du niveau de vie antérieur. Donc le deuxième pilier vient en complément du premier. Par contre, ce qu'on pourrait ajouter, c'est maintien du niveau de vie antérieur, mais de manière appropriée. Ça veut dire qu'entre le premier et le deuxième pilier, vous devriez atteindre à peu près le 60% de votre revenu. Voilà, à la retraite, par exemple, une personne qui a gagné 5000 francs toute sa vie devrait se retrouver avec des rentes entre le premier et le deuxième pilier de 3000 francs par mois. Voilà, donc dans le deuxième pilier, comme je vous l'ai dit avant, il y a la LPP, il y a la LAA, et puis on parle toujours dans le deuxième pilier de ce qui est obligatoire, donc ce que le minimum demande la loi, et on parle également de sur-obligatoire, donc ce qui va dépasser. On peut avoir mieux que le minimum. Et vient ensuite le troisième pilier, donc la prévoyance individuelle. Ça, c'est la prévoyance qui est libre, elle est à tout à chacun, il n'y a pas d'obligation de cotiser. Et c'est sur ce sujet qu'on va donc détailler, aborder aujourd'hui. Petite précision, aujourd'hui, le but de ce webinaire, c'est de rester assez macro, assez dans le global. On va vous donner dans les grandes lignes ce qu'est le troisième pilier. On est ensemble que quelques minutes, donc
Si on voulait prendre chaque situation, chaque troisième pilier, chaque détail fiscal ou au niveau des solutions, ça prendrait bien plus de temps. Donc voilà, on reste aujourd'hui dans les grandes lignes. Le but, c'est vraiment de vous donner des informations claires sans aller dans le détail. Voilà. On parle de prévoyance, donc premier, deuxième, troisième pilier, prévoyance sociale, prévoyance professionnelle, prévoyance individuelle. Mais finalement, c'est quoi la prévoyance? On entend toujours parler de ce mot. Bah, la prévoyance, c'est trois choses. C'est quels sont les revenus subsidiaires en cas de retraite, d'invalidité ou décès. Ça veut dire que dès que vous arrivez à la retraite, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez plus d'employeur, vous n'avez plus de salaire. Du coup, vous allez avoir des rentes de retraite qui vont être distribuées justement par le premier, le deuxième et éventuellement le troisième pilier. Pareil en cas d'invalidité. Qu'est-ce qui se passe si on tombe invalide? On perd son emploi, on ne peut plus travailler, donc on a de nouveau plus d'employeur, plus de salaire. Qu'est-ce qui vient substituer au fait de ne plus pouvoir travailler et donc ne plus avoir de salaire? Décès, pareil. Donc vraiment, la prévoyance, c'est une protection économique, entre guillemets, pour ces trois cas. Voilà, comme ça, le cadre, il a été posé. Je préfère prendre le temps et puis comme ça, au moins, pour la suite, ça va être un peu plus clair. Voilà. Merci bien, Dany, pour ces explications. Et quelles sont les différences entre le 3B et le 3A? C'est une des questions qu'on nous pose très souvent. Alors, dans le cadre du pilier 3B, ce qu'on appelle également la prévoyance libre, on parle d'épargne en accès libre. Ça veut dire que typiquement, si vous avez un compte épargne à la banque ou votre compte courant, ça, on parle de 3B. Ou si vous avez une assurance en 3B, en prévoyance libre, c'est vraiment, vous pouvez, on va dire qu'il y a moins de restrictions dans le cadre du pilier 3B. Voilà, ça c'est la différence au niveau de l'épargne. 3A, du coup, bien sûr, à contrario, c'est de l'épargne qui est bloquée. Donc ça veut dire que si on compare par exemple un compte épargne ou un compte courant avec un compte épargne 3A, le compte épargne 3A va être bloqué. Vous n'avez pas un accès à cette épargne. Également une autre différence au niveau de la fiscalité. Donc, il n'y a pas la même fiscalité entre la prévoyance libre et la prévoyance libre, le 3B et le 3A. On va l'aborder un peu plus en détail tout à l'heure. Donc, ça, on peut directement passer à la suite. Et bien sûr aussi au niveau des limites de cotisation. C'est clair qu'au niveau du 3B, donc un compte épargne, vous épargnez ce que vous voulez dessus, alors qu'un 3A, il y a des limites de cotisation qui sont liées à justement la fiscalité, des déductions fiscales, mais on va également l'aborder tout à l'heure. Une autre petite différence aussi, mais qui a son importance, il y a des différences dans le cadre des clauses bénéficiaires. Donc typiquement pour les assurances, dans le cadre du pilier 3B ou dans le cadre du pilier 3A, vous n'avez pas la possibilité forcément de sélectionner les bénéficiaires comme vous le voulez, mais on va aussi le détailler tout à l'heure. Et merci bien, Dany. Et en fait, tout le monde peut opter pour un 3, alors? Alors, c'est pas aussi facile que ça, donc la réponse est non. Le 3, lui, est à destination ce qu'on appelle les salariés ou indépendants, donc les personnes qui ont une activité soumise à AVS. Voilà. Donc, par exemple, les étudiants ou les personnes sans activité lucrative ou aux revenus d'insertion sociale, eux, n'ont pas la possibilité de souscrire à un 3. Du coup, si je cotise dans un 3A, mon épargne, elle est bloquée ou je peux en disposer comme je veux? Alors, dans le cadre du 3, on est bien d'accord, hein? Oui, oui. Alors, dans le cadre du 3A, non, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, je l'ai dit, l'épargne, elle est bloquée sur le principe. Elle est bloquée normalement jusqu'à la retraite, voire 5 ans avant l'âge légal de la retraite, donc 65 ans moins 5, donc à partir de 60 ans pour les hommes aujourd'hui et 59 pour les femmes. Bien sûr qu'avec la nouvelle législation, avec l'âge de retraite pour les femmes qui va passer à 65 ans, ça va être le même principe. Après, même si elle est bloquée, il y a quand même la possibilité, sous certains motifs, pouvoir accéder à l'épargne, type pour le logement principal. Donc, si vous voulez acheter un logement pour votre résidence principale et que vous avez besoin d'amener des fonds propres, vous pouvez quand même accéder à cette épargne dans le cadre des fonds propres qui sont à amener. Également, si vous commencez une activité en tant qu'indépendant,
Je parle bien indépendant, hein, pas une personne qui lance son SARL puis qui est salarié de son SARL. Donc vraiment, si vous êtes indépendant, une raison individuelle, là, vous avez la possibilité aussi normalement d'accéder à votre épargne pour le lancement de votre raison individuelle. Également, cas de départ définitif de Suisse, donc définitif, je précise, là, il y a également la possibilité de retirer le pilier 3, l'épargne dans le pilier 3. Et petit motif encore aussi, si vous vous retrouvez à être à l'assurance invalidité, donc invalide à 100%, et que vous percevez des rentes à 100%, là, vous devriez aussi avoir accès à votre pilier 3. Voilà un peu globalement les motifs qui peuvent être évoqués. D'accord, d'accord. Et puis, fiscalement, il y a donc des différences entre le 3 et le 3B, si je comprends bien. Oui, je l'ai dit également tout à l'heure, donc oui, il y a des différences. Dans le cadre du 3, je vous l'ai dit, le versement est limité. Pourquoi est-ce que le versement est limité? Il y a une raison simple, c'est que ce qui est versé dans le cadre du 3 est déductible du revenu. J'ai dit tout à l'heure, le 3, il est vraiment à destination de salariés ou d'indépendants, donc qui ont un revenu, donc un revenu imposable. Et dans le cadre de ce revenu, au niveau de la déclaration d'impôt, il y a la possibilité de déduire les cotisations qui sont versées. Donc bien sûr que la Confédération, le législateur a voulu mettre une limite, parce que c'est clair que si on se retrouverait à pouvoir mettre tout ce qu'on veut, on n'aurait plus du tout de revenus imposables et donc on ne paierait plus d'impôts. Après, il y a une chose, c'est qu'on a une déduction fiscale tout au long finalement de notre période d'activité, du moment où on cotise dans le 3. Après, à la fin, par contre, au moment où on récupère le 3, que ce soit même si c'est pour le logement, je l'ai dit, hein, en cours d'activité ou bien à la retraite, on va quand même payer un impôt à la fin. Après, si on compare quand même cet impôt, faut pas vous inquiéter, vous êtes quand même gagnant, c'est le but. Donc, dans le cas du 3B, par contre, un simple compte épargne tout bête, hein, bah, tout ce que vous mettez sur votre compte épargne, il n'y a pas de déductibilité fiscale, sauf petite parenthèse pour certains cantons qui tolèrent un certain type d'épargne dans le cadre des assurances vie en 3B, donc qui n'est pas déductible comme pour le 3A, mais c'est un peu l'exception, sinon il n'y a pas cette déductibilité non fiscale. Et par contre, la différence, bah, quand vous récupérez votre compte épargne en tout temps, il n'y a pas non plus de fiscalité par rapport à ça. Donc, comme je vous l'ai dit au tout début, hein, il y a certaines subtilités fiscales. Il ne faut pas hésiter à prendre aussi contact avec un conseiller parce que là, on reste macro aujourd'hui, mais chaque situation est particulière. Donc, voilà. Et n'hésitez pas à prendre contact avec le fisc aussi, c'est super important. Eux sont toujours la référence par rapport à ces questions fiscales. Et en fait, si je souscris à un 3A, donc j'ai la déduction fiscale, hein, comme tu m'as dit, mais je dois repayer un impôt en fait lorsque je le touche, c'est ça? Exactement. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un gain fiscal. Donc, chaque année où il y a des cotisations, il y a une déduction au niveau des revenus. Donc, il y a un gain fiscal de ce côté-là aujourd'hui. Et à la fin, il y a un impôt à payer. Cet impôt qui est à payer, ben, typiquement sur Vaud, il a été diminué depuis cette année. Donc, c'est clair que quand on compare, encore une fois, toute la déduction fiscale qu'on a eue jusqu'au moment où on perçoit le capital, il y a un gain. Je vous ai fait un petit exemple pour un jeune de 30 ans qui a 90 000 francs de revenus. S'il met 300 francs dans son troisième pilier, il va avoir un total de gain fiscal sur toute la durée jusqu'à la retraite d'à peu près 40 000 francs. Donc, il va gagner 40 000 francs d'impôt sur toute sa période d'activité. Et puis, à la fin, en retirant du coup le capital, il va payer 10 000 francs d'impôt. Donc, il a économisé 40 000 et il va payer 10 000 francs environ d'impôt. Donc, le gain net derrière, il est quand même à 30 000. Donc, on voit que ça reste une opération qui est intéressante. Ah ouais, ouais, effectivement, ça fait une jolie différence. Et puis, alors la différence entre le 3 et le 3B pour ce qui est en fait les clauses bénéficiaires. Oui, je l'ai brièvement évoqué tout à l'heure. Donc, comme je vous l'ai dit, donc, dans le cadre du 3B, si on prend par exemple une assurance vie où votre objectif, c'est vraiment de protéger en cas de décès quelqu'un, parce que quand vous contrôlez les couvertures que vous avez dans le cadre du premier et du deuxième pilier, ça serait insuffisant, ou parce que vous avez peut-être acheté un logement et puis que pour vous, c'est important de protéger votre famille. Vous avez la possibilité donc de faire une assurance décès, donc vraiment une couverture uniquement pour le décès, pas pour la retraite et pas forcément pour l'invalidité, mais uniquement une protection décès au cas où il vous arrive quelque chose. Bah, par exemple, dans le cadre du 3B, vous pouvez nommer librement
un bénéficiaire, vous pouvez désigner librement un bénéficiaire, alors que si vous faites cette même assurance vie, donc une protection décès par exemple de 100, 200, 300 000 francs en cas de décès, dans le cadre du 3A, là la clause bénéficiaire sera restreinte. Ça veut dire que d'office, ça sera l'époux. Ensuite, s'il n'y a pas d'époux, donc par exemple pour une personne célibataire, ça serait les enfants et ou le concubin. Ensuite, les parents, les frères et sœurs. Il y a un manque de flexibilité, mais qui est aussi explicable. Si vous obtenez un avantage fiscal, la Confédération, quand elle a mis ça en place, elle dit ben, on veut quand même que les prestations, elles restent dans un cadre familial. Donc voilà quand même certaines différences qu'il y a, enfin, la différence qu'il y a entre le 3 et 3B dans le cadre de la clause bénéficiaire, mais encore une fois, c'est des sujets délicats, donc il ne faut pas hésiter à vraiment demander conseil pour pouvoir par rapport à la situation individuelle. D'accord, d'accord. Et puis alors, pour souscrire un troisième pilier, je peux le faire n'importe où? Ou est-ce qu'on a des obligations? Est-ce qu'il y a que les banques qui le font? Comme ça se passe? Alors non, pas d'obligation. Moi, j'aime bien schématiser la chose assez simplement parce que c'est clair que chaque banque, chaque assurance presque propose du troisième pilier, alors que finalement, moi, j'aime bien séparer en deux grandes familles. Il y a vraiment la famille des assureurs, donc, et la famille des banques. La différence, c'est que l'assureur, lui, va se préoccuper de la retraite, mais il y aura toujours un risque dans le cadre du troisième pilier, alors que la banque, ça va être vraiment la retraite et puis de l'épargne pure. Pour vous schématiser, si vous mettez 500 francs dans le cadre du troisième pilier auprès de la banque, ben, ou auprès d'un compte épargne 3, par exemple, qui est déductible, ben, ça va être 500 francs purs d'épargne. Si vous souscrivez à un troisième pilier dans le cadre auprès d'un assureur, là, il y aura sur les 500 francs que vous mettez chez l'assureur, il y aura peut-être 450 francs qui vont pour la retraite, pour l'épargne, et il y aura 50 francs qui vont être utilisés pour du risque. Après, ça dépend. Plus le risque est élevé, tout dépend de votre besoin de protection aussi. Et puis, moins il y aura de parts qui sera à destination de la retraite. Finalement, l'assureur, lui, le troisième pilier qu'il va proposer, c'est un petit peu comme le deuxième pilier. Dans le cadre des cotisations que vous avez, donc, si vous êtes affilié au deuxième pilier, il y a une partie des cotisations qui sont à destination de la retraite et une partie qui sont à destination de risque. Donc, c'est des cotisations qui sont perdues, mais qui permettent de vous couvrir un certain risque. Ça, c'est vraiment déjà les grandes familles, donc assureurs et banques. Et puis après, si on se concentre sur vraiment la partie épargne, uniquement les cotisations qui sont à destination de l'épargne, autant chez l'assureur que la banque, il y a ce qu'on appelle de l'épargne qui peut être risquée, ou bien de l'épargne qui n'est pas risquée, vous avez une garantie. Donc, je vais bien prendre l'exemple des banques parce que c'est assez simple, mais si vous mettez dans un compte épargne 3 garanties, ben, vous allez avoir de l'épargne qui est garantie, mais par contre, vous n'allez pas forcément avoir de rendement, en tout cas pas aujourd'hui, ou très peu de rendement. Alors, qu'est-ce que font les banques? C'est le même principe chez les assureurs, ils vous proposent que l'épargne soit plutôt liée à des fonds de placement. Donc, on va plutôt parler d'épargne risquée, où là, finalement, votre épargne elle va évoluer selon les marchés financiers. Donc ça, c'est vraiment pour moi les deux grandes familles, donc assureur, banque. Puis après, si on se concentre sur l'épargne, tant chez la banque que chez l'assureur, il y a vraiment de l'épargne qui est risquée et non risquée. Après, il y a des fois des petites particularités sur le marché. Typiquement, à Retraite Populaire, notre solution de troisième pilier modulo, j'aime bien la qualifier de solution banque assurance. Pourquoi? Parce que vous avez d'une part c'est du risque qui est intégré, donc sur une partie de la prime, une partie des cotisations que vous définissez, mais il y a également une partie qui est libre, où vous pouvez aussi verser ce que vous voulez. C'est aussi des fois une différence qu'il y a entre les assureurs et puis les banques, hein. Les assureurs, en général, vous définissez une prime d'avance, alors qu'au niveau des banques, le versement est libre. Voilà, ben, modulo, c'est banque assurance, il y a une prime fixe et une partie qui est flexible. Après, c'est vrai que la différence, aussi chez nous, c'est que pour la partie épargne, on arrive quand même à garantir l'épargne en proposant un rendement qui est quand même attractif. Donc, vous voyez, même si finalement il n'y a pas non plus, alors il y a beaucoup de solutions, mais il n'y a pas non plus 10 000 familles, entre guillemets, dans le cadre du troisième pilier, on voit quand même qu'il y a certaines particularités et ça mérite vraiment qu'il y ait une comparaison qui soit faite. Voilà. Merci. Bon, je vois qu'il y a effectivement plusieurs solutions, c'est très intéressant, mais comment je fais en fait pour pouvoir choisir ce qui me correspond en troisième pilier? Alors, on va reprendre, on va dire plus simplement la question d'avant et puis en donnant des réponses plus claires au niveau des questions qu'il faut se poser. Donc déjà, est-ce que ce que je mets, est-ce que je cotise dans le troisième pilier, donc est-ce que j'ai envie que ça soit uniquement
de l'épargne et puis que c'est uniquement à destination de ma retraite, ou bien j'ai quand même une volonté de voir me couvrir un risque. Donc, est-ce que j'ai quand même envie de me protéger, par exemple, pour la constitution de mon épargne pour la retraite? Est-ce que j'ai besoin, je suis sensible à la protection de ma famille, j'ai envie de protéger financièrement ma famille. Donc la première question, c'est ça, c'est est-ce que moi, si je mets 500 francs de côté sur un troisième pilier, j'aimerais que ce soit uniquement de l'épargne et pas de risque, ou bien non, j'ai quand même cette sensibilité au risque, et du coup, je voudrais éventuellement voir. Ça, c'est la première question à se poser. Ensuite, la deuxième question à se poser, je dirais, est-ce que avec mon épargne, est-ce que j'ai envie de prendre du risque ou non? C'est hyper important. Si vous voulez prendre du risque, voilà, il faudra peut-être vous orienter vers une solution qui va pouvoir vous proposer une solution risquée. Si vous êtes plutôt de nature prudente et puis vous voulez pas jouer entre guillemets avec votre épargne, alors plutôt vous orienter vers une solution garantie. Après aussi, une question complémentaire qui pourrait se poser, c'est mon épargne, est-ce que ce que je mets dans mon troisième pilier, est-ce que c'est réellement à destination donc de ma retraite dans 30 ans, dans 25 ans, dans 20 ans, ou bien est-ce que je risque peut-être de devoir récupérer parce que je compte acheter un bien immobilier? Typiquement, ça, il faut faire attention. Si on se dit, OK, moi, je vais prendre du risque, par exemple, parce que voilà, j'ai pas trop peur, je suis pas trop sensible à ça, je peux prendre du risque. Par contre, j'ai quand même besoin d'avoir accès à mon épargne assez rapidement au cas où j'ai envie d'acheter un bien dans les 5, 6 ans. Voilà, faire attention parce que si on prend du risque sur un espace-temps qui est court, on va pas forcément le conseiller. Donc, plutôt s'orienter alors vers une solution garantie et puis peut-être revoir plus tard la chose. Donc, voilà, si je résume, c'est euh, troisième pilier pour la retraite ou bien retraite et risque. Est-ce que je veux prendre du risque ou pas et qu'est-ce que je compte faire avec mon épargne? Mais comme je l'ai dit plusieurs fois déjà, un conseil est vraiment recommandé pour le troisième pilier. Merci, Lani. Et en fait, il faut commencer quand? Le plus vite est le mieux ou Ah, tu l'as dit, c'est exactement ça, hein. On conseille de commencer le plus tôt possible, même si c'est avec des cotisations qui sont basses. Et le plus tôt possible dès qu'on rentre dans la vie active, dans la vie active finalement. Comme je l'ai dit au tout début, hein, le premier et le deuxième pilier, l'objectif c'est le 60% du revenu en cas d'invalidité, en cas de retraite. Donc on voit que c'est pas quelque chose de suffisant, c'est quand même assez maigre. Donc soit vous avez la possibilité de compléter grâce au troisième pilier, ou soit des fois il y a quand même des situations, on le voit quand on reçoit des personnes qui n'atteignent même pas le 60% à la retraite. Ça arrive aussi. Donc vraiment, on peut que conseiller de commencer le plus tôt possible et puis après, par la suite, éventuellement augmenter les cotisations. oui, ouais, très bien. Et est-ce qu'il faut mettre à jour ou en tout cas revoir son troisième pilier à certains moments de sa vie, à certaines périodes? Comment ça se passe? Alors effectivement, le troisième pilier, on l'a vu avant sur l'illustration, hein, il y a le premier pilier et le deuxième pilier, et le troisième pilier, il vient en complément. C'est de la prévoyance qui est individuelle, donc on peut vraiment jauger cette part risque, cette part épargne à destination de la retraite. Et il ne faut pas oublier que du moment où on change d'employeur, par exemple, du moment où il y a un changement de caisse de pension, on peut avoir du simple au double. J'exagère peut-être un peu, ou du double au simple. Donc pour moi, je conseille quand même en cas de changement d'employeur, cas de changement de situation professionnelle, c'est important de revoir éventuellement au troisième pilier. Est-ce que le troisième pilier que j'ai souscrit correspond toujours à ce que j'ai besoin? Est-ce que ça correspond toujours aussi à ma situation familiale? Au début, un jeune peut commencer avec très peu de risques, avec du risque minimum parce qu'il n'en a pas forcément besoin, mais suffit, on le voit très bien, des personnes qui fondent une famille, qui se marient ou qui tout d'un coup ont des enfants. Il y a cette sensibilité qui arrive, puis c'est vraiment là où il ne faut pas louper et puis pas oublier de prendre le temps de voir son troisième pilier parce que là, il faudrait éventuellement ajouter du risque pour combler des potentielles lacunes. Également, en cas de perte d'emploi, faire attention toujours, hein, quand on perd un emploi puis on est au chômage, on n'a pas les mêmes prestations, on n'a pas les mêmes couvertures dans le cadre du deuxième pilier, c'est un peu spécial. Donc là, n'hésitez pas aussi à prendre contact avec un conseiller. Et, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sinon? Non, comme je vous l'ai dit, finalement, changement professionnel, changement personnel, un petit point de situation, vivement recommandé. Voilà. Merci, Dani. Merci. Mais, plaisir, Michel. Parfait. On va jeter un coup d'œil sur les questions du chat. Je vois qu'il y en a quelques-unes. Et puis,
Pour celles qu'on n'arrivera peut-être pas à répondre directement, on se permettra de vous répondre par votre adresse email pour vous donner des détails quant à vos interrogations. Là, j'ai une demande assez précise. C'est une bonne question de quiz. Une personne qui touche une rente AI ou qui prend une retraite anticipée est-elle soumise à cotisation et qui est soumise à cotisation AVS peut-elle faire ou peut-il faire un 3A? On est un peu dans le détail. Ça Alors, peut-être séparer la question en deux. La première, c'était une personne qui touche une rente AI. Une rente AI, oui. Donc, si on touche une rente AI, donc on parle bien de rente AI, Oui, on n'a oui. pas la possibilité de souscrire à un troisième pilier. Enfin, respectivement, le troisième pilier A qui est déductible, hein, on n'a pas cette possibilité. Après, faire attention, maintenant, depuis les dernières révisions de l'AI, ce qu'ils font, c'est qu'avant d'ordonner et puis de décider de verser des rentes AI, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des programmes de réinsertion où là, à ce moment-là, ce n'est pas une rente AI qui est versée, mais c'est des indemnités journalières de l'AI qui, elles, il y a des cotisations AVS dessus. Et puis là, aux dernières nouvelles, en tout cas, c'est toujours toléré au niveau des déductions fiscales. Ça correspond aux 80% du dernier revenu. Donc là, c'est des petites situations particulières où on peut normalement encore cotiser au 3, puis ça peut faire quand même des déductions fiscales. Par contre, si on touche une rente AI, effectivement, on n'est plus éligible, on n'a plus ce fameux statut que je disais tout à l'heure de salarié ou indépendant, donc on n'a pas la possibilité de cotiser au 3A. Maintenant, ce qui est de la deuxième partie de la question pour les retraites anticipées, alors non, du moment où de nouveau on est en retraite anticipée et on doit malheureusement, ou c'est pour la collectivité heureusement, cotiser quand même de manière, euh, c'est pas volontaire, c'est vraiment obligatoire. C'est ce qu'on appelle les cotisations pour personnes sans activité lucrative. Du moment où on a pris une retraite anticipée, par exemple à 62 ans, même si on ne travaille plus, on va devoir quand même cotiser de manière obligatoire à l'AVS. Et là, pendant ce cas-là, entre 62 et 65 ans, on ne va pas pouvoir, si on a ce statut-là donc de retraité, qui n'est pas le statut de salarié ou indépendant, on ne va pas pouvoir cotiser au 3 non plus. Par contre, des fois, ça arrive que des personnes prennent une retraite anticipée et gardent un mandat ou ont une petite activité soumise à AVS. Donc là, de nouveau, on respecte de nouveau le statut et ça peut permettre de pouvoir cotiser au 3A. Après, à voir quel est le montant aussi des cotisations possibles. Il y a certaines subtilités si on est affilié au deuxième pilier, si on ne l'est pas. Encore une fois, on ne peut que conseiller de recommander aux gens de voir des conseillers professionnels dans le domaine. Super. Une petite dernière, intéressante. Quel est l'avantage d'avoir plusieurs 3A? Alors, sur le plan fiscal, aujourd'hui, si on a plusieurs troisième piliers, au moment où on les retire, dans certains cantons, toujours sous réserve de la fiscalité, aujourd'hui, on sait que normalement c'est toléré, mais on met toujours des pincettes dessus. Il y a la possibilité de retirer les troisième piliers sur différentes années fiscales, ce qui permet d'échelonner l'impôt et puis il y a un avantage fiscal derrière. Encore une fois, avec des pincettes, c'est toujours soumis au niveau des règles cantonales aussi. On sait en tout cas que, par exemple, Neuchâtel, eux, ne tolèrent pas cette pratique. On dit toujours que ça dépend aussi du taxateur. Donc voilà, normalement, c'est toléré effectivement. Il y a l'avantage derrière. Jusqu'à quand, ça, on ne sait pas non plus, ça peut changer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'impôt sur le retrait de ce capital sur le canton de Vaud a diminué de 30 à 35% depuis cette année. Donc, il pourrait, voilà, on pourrait avoir un changement puis dire, ok, ben, on ne tolère plus, ou en tout cas, on cumule différents troisième piliers perçus à la retraite. Donc, aujourd'hui, en tout cas, on peut le faire, mais demain, on verra. Très bien. On est arrivé au bout des questions. Pour terminer, on va vous passer le slide où vous voyez les visages et les adresses e-mail des conseillers de retraite populaire, chacun dans une région. Donc on est 7 répartis dans le canton. Je rappelle juste qu'on est des conseillers non rémunérés au contrat. Et tout ça, ça change aussi la donne. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec mes collègues, avec moi-même, si vous désirez
avoir des renseignements sur les trois. Puis si vous en avez point, bah, c'est peut-être effectivement le moment de le faire avant la fin de l'année et que vous puissiez déduire. Ça, c'est une chose importante. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Dani, de tes réponses. Merci. Merci à toi, Michel. Beaucoup de Ah, et plaisir puis, de mesdames, faire le messieurs, webinaire. ouais, excuse-moi de te couper. Pas de souci. Non, je te remercie aussi à toi. C'est notre dernier webinaire de l'année. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à nouveau à effectuer ce webinaire. Et puis, merci, Michel. Merci de votre participation. Voilà, et Hop Suisse. Hop Hop, Suisse. ouais, bon Exactement. match alors. Mesdames, messieurs, ouais, bonne fin de journée. Merci à vous. Au Au revoir. revoir. Au revoir.